La guerre entre la Russie et l'Ukraine dure maintenant depuis 4 ans et demi, long, sanglant et sans issue concluante jusqu'ici. On pourrait penser que les Ukrainiens vont tout faire pour mettre fin à cette guerre, vu le coût immense qu'elle représente pour eux et pour leur population, surtout pour leurs combattants. Mais vous vous tromperiez si c'est ce que vous pensiez. En fait, le président Zelensky ne cherche pas seulement à essayer de gagner sa guerre contre la Russie. Il cherche aussi à l'étendre à d'autres fronts. Cela peut paraître un peu fou. Eh bien, la raison, c'est que c'est complètement fou. Et de toute façon, nous allons examiner ce qu'il essaie de faire. Et il n'y a littéralement personne de mieux placé pour nous l'expliquer que Scott Ritter, ancien officier du renseignement du corps des marines, ancien inspecteur des armes des Nations Unies et qui reste l'un des analystes militaires les plus recherchés du secteur. Tout particulièrement sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en raison de sa connaissance approfondie de l'armée russe, de la mentalité russe et de ce qui se passe en Ukraine. Scott, bon retour dans notre émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bon, écoutez, entrons directement dans la première partie de cette escalade. L'Ukraine cherche à étendre la guerre plus profondément à l'intérieur de la Russie. Cela dure déjà depuis un certain temps, notamment avec l'aide du renseignement occidental, les fournitures matérielles, les armes, les missiles à longue portée, les drones, et ainsi de suite, pour aider l'Ukraine à frapper plus loin en Russie. Et cela, en soi, a déjà posé problème. Mais récemment, la partie ukrainienne a élargi la liste de ses cibles. Il frappe désormais un Wildberries, une sorte d'Amazon russe. Des vidéos assez spectaculaires en sont sorties. Ça donne des images très fortes et ça a vraiment mauvaise allure. La partie ukrainienne a dit « ce n'est pas seulement un service de livraison de type Amazon. Il y avait là un objectif militaire, parce qu'ils y avaient déplacé et secrètement caché des biens militaires. » Que pouvez-vous nous dire tout d'abord sur l'objectif ici? Qu'est-ce que Zelensky cherche à accomplir en étendant les frappes à ce type de cible et pourquoi réussissent-ils à les atteindre? Eh bien, d'abord, vous savez, l'Ukraine perd la guerre contre la Russie depuis déjà un certain temps. En réalité, on pourrait dire qu'elle a perdu la guerre dès le moment où elle a commencé. Mais grâce à des milliards de dollars, à des centaines de milliards de dollars d'aide financière occidentale, d'équipements militaires et de formation, l'Ukraine a pu prolonger l'agonie d'une nation. Cette nation étant l'Ukraine. Ils ont activement cherché à dissimuler le fait qu'ils n'ont pas de solution aux problèmes militaires. Regardez, vous vous souvenez de juin 2023, la grande contre-offensive d'été. Enfin, elle a été présentée en grande pompe. Le général Zaloujny lui-même l'avait vendue au public en décembre 2022. Exactement ce qu'ils allaient faire. Lancer une attaque massive avec des forces entraînées par l'OTAN, en appliquant les tactiques de l'OTAN, pour couper le pont terrestre et contraindre la Russie à capituler. Ensuite, ils ont essayé de le cacher avec une campagne de propagande où tout le monde disait « Chut, ne parlez pas de l'offensive. » Trop tard. Et l'offensive a été massacrée. Vous vous souvenez des images de Bradley M2, d'Abrams M1, de chars britanniques et de léopards allemands en train de brûler sur le champ de bataille, incapables de percer les défenses russes? Depuis, l'Ukraine peine à reconquérir l'imaginaire de l'Occident. Parce que c'est seulement en captivant l'imaginaire de l'Occident qu'elle peut continuer à recevoir sa générosité. Vous savez, l'Occident ne va pas distribuer son argent et ses ressources à une cause perdue. L'Occident ne soutiendra l'Ukraine que tant qu'elle maintiendra la fiction qu'elle est encore dans ce combat. Maintenant, ils resteront dans ce combat jusqu'au dernier Ukrainien apparemment, mais vous savez, au fond, ils perdent, et ils perdent lourdement. Donc, en janvier de cette année, Zelensky a remplacé le ministre de la Défense par quelqu'un de nouveau,
Mikhail Fedorov. Fedorov, juste pour vous montrer, il était le responsable des réseaux sociaux de Zelensky pendant sa campagne présidentielle de 2019. Ensuite, il est devenu le premier ministre de l'information numérique. Il a contribué à créer le portail électronique utilisé par le gouvernement ukrainien. C'est donc un homme de mots. C'est un propagandiste. Ce n'est pas un chef militaire. Et pourtant, il est arrivé en parlant d'innovation. Il a dit « Je vais libérer l'Ukraine du hachoir à viande de la ligne de front », où le général Syrski, le commandant, disait « J'ai besoin de davantage de brigades. Je dois combler les brèches. Je dois lancer des contre-attaques pour maintenir la perception d'une victoire ukrainienne. » Mais cela coûtait tout à l'Ukraine. Il manquait d'hommes. Alors Fedorov est allé voir Zelensky et lui a dit « Nous pouvons faire les choses autrement. » Et c'est quelque chose qui a été poussé par l'Occident. Utiliser la technologie, les drones, l'intelligence artificielle pour créer la perception d'une victoire ukrainienne. C'est ainsi qu'ont commencé les frappes à longue portée, les frappes de drones à longue portée en Russie. En mai, Zelensky a déclaré « Ce sera l'été du drone ». Je vais lancer 6000 drones par mois contre la Russie. Et le 25 juin, Zelensky a annoncé une guerre de drones de 40 jours contre la Russie. Il a dit clairement, dans 40 jours, nous allons bombarder la Russie avec des drones à longue portée. L'objectif, c'est de pousser la Russie à la table des négociations, de créer une nouvelle réalité. Et puis cette guerre de drones à longue portée est devenue du carburant pour les médias occidentaux, pour les plateformes de réseaux sociaux favorables à l'Ukraine. Vous avez évoqué les vidéos où l'on voit des choses brûler, de la fumée. Oui, ils montrent un drone qui frappe un entrepôt, met le feu à l'entrepôt, et ils diffusent ça encore et encore, encore et encore. Ils frappent une raffinerie, obtiennent un peu de fumée, et ils repassent ça encore et encore. Un drone traversant le ciel russe, encore et encore et encore, comme si, à force de rediffuser le même événement, l'Ukraine avait gagné la guerre. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous voyez, l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Et cela est devenu évident le 15 juillet, quand Fedorov a été limogé. Vous voyez, on ne peut diffuser une vidéo que pendant un certain temps. Mais l'élément essentiel pour créer de la dissuasion, c'est d'avoir réellement quelque chose qui pousse l'autre camp à se dire « Attendez une minute ». L'Ukraine essaie de donner l'impression qu'elle est capable d'infliger de la douleur. Vous savez, c'est ce dont Thomas Schelling parle dans ses théories des jeux de guerre. La capacité d'infliger de la douleur, de faire souffrir l'ennemi. L'Ukraine ne fait pas souffrir la Russie. Je veux dire, certaines choses font mal. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis, vous savez, en très bons termes avec beaucoup de gens dans la région du Donbass, à Zaporozhye, à Kherson. Je connais personnellement le gouverneur de Kherson, je l'ai interviewé, et vous savez, on nous dit qu'il est pratiquement en train de se rendre. À présent, Gilbert Doctorow affirme que, vous savez, le gouverneur dirait en quelque sorte que Kherson est inhabitable, inhabitable. Dites ça aux gens qui y vivent chaque jour, qui continuent à lutter, qui continuent à vivre. Il n'y a aucune reddition ici. C'est simplement de la fabrication de perceptions occidentales. Et le 15 juillet, la réalité de ce qui se passait sur la ligne de front, où les brigades ne sont pas allées voir Syrski pour obtenir de l'aide. Et Syrski a dit, « Donnez-moi les brigades ou on perd tout. » Fedorov a dit, « Gardez-moi, donnez-moi les drones, je m'en charge. » Mais vous ne vous en chargez pas parce que, voyez-vous, vous avez essayé d'infliger de la douleur à la Russie. Mais toutes ces petites et belles choses qui brûlent, tout ce qu'elles ont fait, c'est pousser la Russie à infliger une vraie douleur à l'Ukraine. L'Ukraine met hors service une capacité de raffinage de pétrole ici. La Russie détruit plusieurs usines là, l'Ukraine élimine un camion ici, la Russie détruit 100 opérateurs de drones par jour en Ukraine.
La Russie inflige une vraie douleur à l'Ukraine, une vraie douleur, détruisant l'Ukraine dans sa totalité. Et c'est la réalité. Et les forces de Zelensky étaient anéanties sur la ligne de front. Il avait besoin des brigades. Alors Zelensky a limogé Fedorov. Maintenant, il l'a remplacé par un chef des services de renseignement qui, le lendemain, ou 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, a décidé qu'ils allaient étendre la campagne de drones, mais sans procéder de manière coûteuse. Ils ont dit « on va commencer à frapper Wildberries ». Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire souffrir directement le peuple russe. Alors ils ont commencé à envoyer leurs drones et ils ont touché des centres de distribution Wildberries. Et franchement, ça brûle très bien. Il y a beaucoup de cartons là-dedans, avec uniquement des produits civils. L'idée que Wildberries serait utilisé comme façade logistique militaire est une pure invention des services de renseignement occidentaux, relayée par Zelensky, puis reprise sur les réseaux sociaux et les plateformes médiatiques occidentales. Wildberries, je connais. Tout le monde le sait. C'est un détaillant en ligne comparable à Amazon, et maintenant il le fait exploser. Qu'est-ce que ça a produit? Je veux dire, pendant un temps, il y a des images et les gens se disent « Mon Dieu, ça doit faire mal aux Russes ». Il y a des emplois qui sont perdus. Je veux dire, la souffrance est là, mais ce n'est pas la vraie souffrance. La vraie souffrance, c'est plutôt ce que la Russie fait à l'Ukraine. Parce que maintenant, la Russie détruit l'ensemble de l'activité commerciale de l'Ukraine. Des entrepôts, des centres commerciaux, des installations de stockage, des centres de distribution sont frappés. Vous en détruisez un de Wildberries. La Russie détruit 20 centres de distribution. Il ne restera plus rien des infrastructures ukrainiennes quand l'hiver arrivera. La Russie a détruit la capacité de l'Ukraine à distribuer des marchandises. Et ça veut dire de la nourriture. Cela veut dire les vêtements. Cela veut dire tout. Le peuple ukrainien a été abandonné par son gouvernement et laissé à la merci d'une nation capable d'infliger une véritable souffrance, ce que fait la Russie en ce moment même. Pendant ce temps, la Russie continue de détruire l'ensemble des infrastructures industrielles de l'Ukraine. L'Ukraine ne produira plus aucun drone quand la Russie en aura fini. Et l'Ukraine ne produira plus d'électricité. La Russie détruit l'électricité, les installations de production d'énergie thermique, et elle détruit toutes les stations-service d'Ukraine. Elle commence sur la ligne de front, puis remonte progressivement vers l'arrière. Quand la Russie en aura fini, il ne sera plus possible de distribuer de l'essence. Les Ukrainiens font des choses astucieuses. Par exemple, ils frappent la raffinerie de Samara, puis ils montrent cette vidéo, et ça convainc des gens comme Gilbert Doctor. Oh, mon Dieu, ils ont frappé Samara. Oui, ils savent que Samara est exploitée, je crois, par Rosneft. Et ils savent que Rosneft y récupère les produits raffinés pour les livrer à certaines stations-service. Et ils savent qu'en frappant cette raffinerie, Rosneft va connaître des perturbations dans ses livraisons. Alors ils se posent devant. Ils demandent à des gens de filmer les voitures qui font la queue pour avoir de l'essence. Eh bien, il n'y a plus d'essence. La capacité de Rosneft à raffiner a été perturbée. Mais ce qu'ils ne montrent pas, c'est ce qui se passe 3 jours plus tard. Ils ne montrent pas que Rosneft répare cette raffinerie. Entre-temps, le gouvernement russe est allé voir Lukoil, qui dispose d'une réserve d'essence, et lui a dit « redistribuez-la aux stations-service Rosneft ». Et il n'y a plus de file d'attente. Les gens arrivent et obtiennent leur essence à temps, comme prévu. C'est ça, la réalité de la Russie. Pendant ce temps, en Ukraine, il n'y a même plus de stations-service devant lesquelles les gens puissent faire la queue. Pas de stations-service, pas d'essence, plus rien, plus de vie. Voilà la réalité de ce qui se passe. Et c'est un énorme échec de la part de Zelensky. Il est censé se préparer pour sa rencontre demain avec Trump, ou sa rencontre avec Trump cette semaine. Je crois qu'il arrive demain pour les funérailles de Graham, puis qu'il rencontre Trump. Là, il va dire
donnez-nous tout, donnez-nous tout, donnez-nous tout. Mais Trump doit maintenant reconnaître le fait que l'Ukraine a tout perdu, que cette guerre ne se passe pas bien, qu'ils sont en train d'être détruits sur la ligne de front, et que cette guerre des drones, que l'Ukraine essaye d'utiliser pour donner l'impression d'une victoire ukrainienne, s'est retournée contre elle. Et cela confronte l'Occident à l'inévitabilité de la disparition de l'Ukraine en tant qu'État-nation moderne. L'hiver arrive, et quand l'hiver arrivera, il n'y aura pas de chauffage, il n'y aura pas d'énergie, il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas de nourriture, il n'y aura plus rien en Ukraine. L'Ukraine s'est moquée de la façon dont elle avait chassé la Russie de la mer Noire. Qui est chassé de la mer Noire aujourd'hui? Ce n'est pas la Russie. La Russie a pris le contrôle de la mer Noire, coupant Odessa. Et puis si vous écoutez ce que Vladimir Poutine a dit récemment, il a déclaré qu'il n'y aurait plus d'Ukraine. Il a dit que le moment était peut-être venu de donner l'Ukraine occidentale aux Polonais, de laisser les Roumains venir prendre leurs terres et de laisser la Hongrie venir prendre ses terres. Il n'y aura pas d'accès à la mer parce qu'Odessa est une ville russe. En fait, si je peux vous poser la question, qu'est-ce qui se passe à Odessa? Parce que, d'après ce que j'ai vu, corrigez-moi si je me trompe sur la chronologie et l'enchaînement des faits, Zelensky avait aussi, avant tout ça, étendu ses opérations vers la mer d'Azov et frappé de nombreux navires commerciaux russes qu'il qualifiait de prétendues flottes fantômes, alors qu'il s'agissait de navires commerciaux. Ensuite, la Russie a commencé à riposter. Et maintenant, il semble que, comme vous le disiez il y a un instant, la réponse russe ait été bien plus grave que les dégâts causés à la Russie et que le port d'Odessa soit de fait fermé. Est-ce exact? Oui, vous savez, la mer d'Azov. Oui, les Ukrainiens ont envoyé des drones dans la mer d'Azov et en gros, ils ont frappé un certain nombre de navires. L'Ukraine a affirmé avoir mis hors de combat des dizaines de navires. Je pense que le véritable nombre de navires touchés se situe entre 8 et 15 et que seuls quelques-uns ont subi des dégâts sérieux. N'oubliez pas, l'Ukraine frappe avec, disons, des pétards de 60 kilos. Ils arrivent et ça fait pop. C'est tout. Vous n'allez pas couler un navire avec 60 kilos d'explosifs puissants. Vous pouvez y faire un trou. Vous pouvez provoquer un peu de fumée. C'est tout. La Russie répond avec 1000 livres d'explosifs puissants. Et là, ça fait boum. Et la Russie coule maintenant des navires en mer Noire, en fermant des ports. Il n'y a aucune activité portuaire à Odessa, ni à Nikolaïev. Il se replie près d'Ismaïl, près de la Roumanie. La Russie est en train de tout fermer. L'Ukraine se plaint maintenant de ne pas pouvoir acheminer ses céréales jusqu'au marché. Il ne fallait pas déclencher une guerre contre la Russie en frappant des navires russes. La Russie, c'est ce que les gens ne comprennent pas, n'a pas été en guerre avec l'Ukraine. La Russie a traité l'Ukraine avec des gants. Elle s'est concentrée sur ce qu'elle fait sur la ligne de front et elle en paye un lourd prix. Parce qu'à cause de ce traitement avec des gants, l'Ukraine a construit une zone de sécurité en Ukraine et en Europe qui lui permet de poursuivre ce conflit. La Russie disait « Nous ne sommes pas en guerre avec l'Ukraine, donc nous n'allons pas traiter l'Ukraine comme une cible en temps de guerre. » Mais l'Ukraine a décidé de jouer à des jeux stupides. Et quand on joue à des jeux stupides, on gagne des prix stupides. Alors maintenant, la Russie est en guerre avec l'Ukraine et elle répond à tout ce que font les Ukrainiens. La mer Noire est de fait refusée à l'Ukraine aujourd'hui. Et bientôt, lorsque la Russie aura pris Odessa de façon permanente, ce sera la même chose. C'est le prix de la stupidité. Et Donald Trump commence à se réveiller face à cette réalité. Enfin, Marco Rubio a rencontré Sergei Lavrov il y a quelques jours, je crois, à Singapour, en marge des réunions de l'ASEAN. Et vous savez, il a essentiellement dit qu'Anchorage était mort, qu'il fallait de nouvelles idées. Les Russes répondent en gros, « On a de nouvelles idées pour vous.
Et si on disait qu'on détruit tout, qu'on occupe tout, et que vous n'obtenez rien, qu'est-ce que vous en pensez comme idée? Parce que c'est essentiellement l'idée qui est actuellement sur la table. D'autres choses intéressantes sont en train de se produire. Vous savez, l'une des grandes campagnes de propagande en cours aujourd'hui consiste à tenter de reproduire les efforts des services de renseignement en 2011 pour infliger une défaite à Vladimir Poutine au Parlement en privant Russie unie de sa majorité afin de compromettre les perspectives de Poutine à la présidence. Eh bien, aujourd'hui, on voit la même chose. L'objectif est désormais de voir si Russie unie peut être évincée du Parlement ou affaiblie, et si le Parlement perd sa majorité le 20 septembre. Et ce faisant, de créer les conditions de l'effondrement de Vladimir Poutine. Je veux dire, les schémas du passé se répètent, et les activités des services de renseignement de 2010 et 2011 se rejouent aujourd'hui. Même but, mêmes objectifs. Vladimir Poutine a rencontré des marins à l'occasion de la journée de la marine. Il a aussi rencontré des députés et il a prononcé un discours dans lequel il a demandé au Parlement « Voulez-vous que nous accélérions ?» Et ils ont littéralement crié « Oui ». Puis il a dit « Mais pour cela, il faut des changements. Parce que jusqu'ici, nous avons été très modérés dans ce que nous faisons. Toute accélération dont vous parlez ne coûtera pas seulement des vies. Elle coûtera aussi des ressources et aura un impact sur l'économie. » Et le Parlement a dit oui. Il y a donc de fortes chances qu'après les élections de septembre, lorsque Russie unie aura consolidé sa majorité, le Parlement réclame la mobilisation de 300 000 à 500 000 soldats russes. C'est le nombre nécessaire pour que la Russie prenne Odessa, prenne Kharkiv, prenne Soumy et mette fin à ce conflit pour toujours. Wow, c'est vraiment important. J'avais vu cela mentionné dans plusieurs publications ici. En fait, je l'ai vu dans certains médias ukrainiens qui disaient que la Russie pourrait mobiliser jusqu'à un demi-million de soldats. Mais je ne savais pas si c'était simplement parce qu'ils accusent la Russie de faire toutes sortes de choses. Mais vous dites que c'est... Est-ce que cette éventualité est discutée ouvertement dans la presse russe, dans la presse ouverte? Vladimir Poutine l'a dit. Le président russe dit en substance, voilà donc ce que nous allons faire. Et l'autre chose intéressante qu'il a faite, c'est qu'il a donné une présentation où, vous savez, il a dit « j'écoute tout ». Je ne me contente pas des sources officielles, j'écoute les blogueurs, j'écoute les commentateurs. Et il dit « certains ont raison, certains se trompent lourdement, mais j'écoute tout ». Ce qui veut dire, là encore, que même si le gouvernement russe ne diffuse pas certains thèmes ou certains récits, Vladimir Poutine est disposé à écouter des idées qui trouvent un écho chez lui. Et vous savez, enfin, c'est simplement une réalité. Je demande simplement aux gens qui me détestent de regarder une carte. Je veux dire, ne me croyez pas. Scott Ritter, on s'en fout. Après tout, je suis une marionnette de Poutine. Regardez une carte et tracez une ligne indiquant où se trouve la ligne de front en ce moment. Maintenant, imaginez plus de 700 000 soldats russes répartis le long de la ligne de contact, d'accord? Parce que c'est le chiffre qui circule. Tout le monde reconnaît que c'est ce chiffre-là, à 10 000 près. Maintenant, imaginez un instant que cette ligne se prolonge, passe par Kherson, par Mykolaïv, remonte jusqu'à Odessa, puis jusqu'à la frontière avec la Transnistrie. C'est ce qui se passerait si la Russie prenait Odessa. Regardez alors cette nouvelle ligne de front. Faites simplement un peu de calcul militaire de base. Je vous demande juste de raisonner avec moi. Ce n'est pas si compliqué. L'extension de la ligne de front, c'est une simple question de calcul militaire. Pour faire ça, il faudra entre 300 000 et 500 000 soldats supplémentaires. Voilà donc ce qui est en train de se passer, mesdames et messieurs. Vladimir Poutine a déclaré qu'Odessa est une ville russe.
La consolidation de la ligne, une fois qu'ils auront pris le reste du Donbass, s'étendra jusqu'à Kharkov. Cela permettra de libérer quelques centaines de milliers de soldats supplémentaires pour les redéployer vers le sud. Voilà la guerre qui se déroule autour de nous. L'armée ukrainienne est en train d'être éviscérée à l'heure où nous parlons. Elle n'a aucun moyen de les remplacer. Il ne reste plus de main-d'œuvre. Il ne reste plus d'équipement. Il n'y a plus de défense de l'Ukraine. Zelensky supplie pour obtenir de la défense aérienne parce qu'il n'en a pas. Mais d'où cette défense aérienne va-t-elle venir? Sa planche de salut, censément, ce serait sa capacité à produire des missiles patriotes sous licence. Même en temps de paix, il n'aurait pas un seul patriote assemblé avant au moins 2 à 4 ans, probablement 4. En temps de guerre, il n'aura jamais un patriote assemblé. Il n'y a aucune possibilité de lui fournir des patriotes supplémentaires. Donc vous savez, c'est simplement la réalité. Les gens veulent l'ignorer, mais c'est la réalité de ce qui se passe. L'Ukraine a perdu cette guerre. Vous savez, quand elle finira par se rendre, je ne sais pas, mais elle se rendra. Ce sera une reddition sans condition. L'Ukraine a eu l'occasion d'obtenir une paix qui aurait préservé son intégrité en tant qu'État-nation souverain. Elle a perdu cette occasion à cause de Volodymyr Zelensky et de ses soutiens occidentaux. Gary, est-ce que vous pourriez remettre un instant le titre que vous aviez affiché il y a une seconde, selon lequel Poutine envisageait de mobiliser 500 000 personnes? Je veux l'afficher parce que c'est ce que vous venez de dire. Mais il y avait aussi un commentaire supplémentaire. J'aimerais avoir votre avis sur ce que cela signifie et sur votre interprétation. Voyons voir. Voilà. Donc, l'opinion publique sur Poutine, publique, quel est le mot là? S'effondre. Mais quand on regarde réellement le taux d'approbation, et c'est le plus récent ici, s'effondre est un terme relatif. Le dernier chiffre de cette liste, et d'ailleurs c'est le même dans les sources américaines comme russes, c'est 64% d'avis favorables contre 21% d'avis défavorables. Aucun dirigeant occidental n'a jamais eu un tel niveau. Donc si ça, c'est un effondrement, je ne sais pas ce que ça vous indique, mais ça paraît presque contradictoire. Si l'opinion publique s'effondrait, ce serait le pire moment pour tenter de mobiliser qui que ce soit. Comment interprétez-vous ces deux affirmations qui semblent se contredire? Tout d'abord, il n'y a pas d'effondrement, comme vous l'avez dit. Je veux dire, c'est un recul. Si vous remettez ce graphique à l'écran, vous verrez que la cote de popularité du président Poutine ne suit pas une ligne droite continue. Il y a des fluctuations. Je veux dire, elle est même descendue en dessous de ce niveau à certaines occasions. Une grande partie de cela est liée à l'économie. La guerre a suscité des niveaux de soutien sans précédent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que le peuple russe soit contre la guerre. C'est tout le contraire. Les gens interprètent simplement mal la situation. Le peuple russe veut que cette guerre se termine par une victoire russe complète, totale, absolue. Il n'acceptera rien de moins. Rien de moins. Si nous observons un recul ici, c'est parce que Vladimir Poutine adhérait au sommet d'Anchorage. Il adhérait à la possibilité d'un compromis, à l'arrangement 3+2 qui a été mis sur la table pour Rubio. Et le peuple russe a dit « Hors de question. Pas question, mon gars. Vous ne nous envoyez pas à la guerre. Vous ne sacrifiez pas nos fils. Vous ne sacrifiez pas nos maris pour ensuite parler de compromis. Il n'y aura aucun compromis. » Et maintenant, Vladimir Poutine, au moment idéal à l'approche des élections de septembre, soit dit en passant, dit qu'il est peut-être temps d'arrêter de faire dans la demi-mesure. Ils le font déjà en ce moment même, en réduisant l'Ukraine en enfer. Et maintenant, il dit à la Douma, ils ont crié « mobiliser », ils l'ont crié. Et le président a répondu « je vous entends ». Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Sa cote de popularité va exploser à la veille des élections du 20 septembre. Russie unie va tout balayer. Tout autre parti ne pourra être là et survivre qu'en disant qu'il soutient Vladimir Poutine. Et c'est gagné, fini, terminé. C'est fini. Voilà.
Game, set, match. It's over. That's it. Vous avez évoqué certaines choses que le président Poutine a dites ces derniers jours. Dites-moi comment, selon vous, cela s'inscrit dans la dynamique que vous observez à l'approche de septembre. Je crois que c'était hier. Il a dit, écoutez, il revient à la façon dont tout cela a commencé, en quelque sorte pour dire, ce n'est pas notre faute. Nous n'avons pas commencé cette guerre. Il n'y a pas d'agression de la part de la Russie. Or, beaucoup, en Occident, pensent que c'est absurde. Évidemment, vous avez envahi le pays le 24 février 2022. Alors vous savez, a-t-il perdu la tête? Est-il sénile? Etc. Mais hier, ce matin, je crois, du moins une vidéo publiée ce matin, le président Poutine a replacé cela dans son contexte, ce qu'il entend par le moment où la guerre a réellement commencé. Et cela remonte à avant 2014. Nous sommes confrontés depuis longtemps à des restrictions illégales, à des tentatives de nous contenir et de faire pression sur nous, tant après le printemps russe de 2014 qu'avant. Mais depuis 2022, l'Occident a lancé à pleine vitesse une machine russophobe. Elle bat tout simplement des records mondiaux selon deux critères à la fois, par le nombre de prétendues sanctions et par leur inutilité. Par les dommages que ces sanctions causent avant tout à leurs auteurs et à leurs initiateurs, au peuple de certains États européens et d'autres pays. Ils veulent ébranler l'État russe, provoquer une division sociale dans notre pays. Ils ont essayé d'étrangler notre économie, notre système financier, notre secteur bancaire, de saper le potentiel de la science, de l'industrie et de l'éducation. De plus, ils n'ont pas la force de vaincre la Russie sur le champ de bataille. Ils misent donc sur des méthodes, disons-le franchement, terroristes, pour combattre notre peuple. Mais le peuple de Russie ne sera jamais brisé. Cela n'est jamais arrivé et cela n'arrivera jamais. Donc, il semble dire que c'est ainsi que je l'interprète, et vous êtes bien plus au fait que moi. Il s'adresse, en quelque sorte, aux gens que vous venez de décrire, que ce soit la Douma ou ceux qui disent « Non, ne lâchez rien ». C'est comme s'il disait que leur cause est juste, parce que tout cela a commencé en 2014. Alors, je vous demanderai d'examiner la différence vraiment radicale dans l'interprétation de ces événements. Je ne pense pas que Poutine essaie de convaincre qui que ce soit en Occident de quoi que ce soit, mais il semble essayer, peut-être pas de convaincre, mais de s'aligner sur l'idée en Russie que tout cela leur a en réalité été imposé depuis très longtemps. Eh bien d'abord, c'est en fait un véritable bol d'air frais d'entendre Vladimir Poutine dire cela. Parce que vous savez, il y a eu une démarche continue. Si vous regardez ce qui s'est passé, l'Occident, durant la décennie des années 1990, après l'effondrement de l'Union soviétique, est entré en Russie et a essentiellement cherché à démembrer la Russie. Ne me croyez pas sur parole. Encore une fois, pour tous ceux qui détestent Ritter, allez voir l'homme qui dirigeait les affaires politiques à l'ambassade des États-Unis en 1993-94. Il a publié le deuxième long télégramme en 1994, où il explique que les États-Unis détruisent tout simplement toute possibilité pour la Russie de fonctionner comme une démocratie moderne de type occidental. Nous détruisons les institutions démocratiques en soutenant aveuglément un dictateur brutal nommé Boris Eltsine. Attendez une minute. Eltsine n'était pas un dictateur? Octobre 1993, des chars dans les rues, la guerre contre le Parlement. Un dictateur, mec. Ce n'était certainement pas un président démocratiquement élu. Vous savez, les États-Unis ont acheté sa réélection. On s'en est vanté en couverture du magazine Time. Et l'auteur de cet article, je crois qu'il s'appelait Mary, avait averti que les conséquences seraient, vous savez, une résurgence du nationalisme russe. Cela se manifesterait sous une forme particulière de gouvernance russe, qui fonctionnerait pour la Russie, mais qui ne serait pas ce que nous voulions. Eh bien, devinez ce que c'était.
Ça s'appelait Vladimir Poutine. Or, Bill Clinton ne savait pas quoi faire de Vladimir Poutine quand il est arrivé au pouvoir, parce qu'il était en quelque sorte apparu sur la scène. Personne n'avait prévu ça. Nous soutenions nos propres candidats. La CIA finançait. George W. Bush pensait qu'il pouvait regarder Vladimir Poutine dans les yeux et y voir son âme. Mais il ne comprenait tout simplement aucun aspect de la situation. Mais le vrai problème est arrivé, vous savez, parce que pendant cette période, alors que Bush regardait son âme, Vladimir Poutine essayait de faire la paix avec l'Occident. Il voulait devenir un partenaire de paix de l'OTAN, il voulait rejoindre l'OTAN. L'OTAN a dit non. Et puis Barack Obama est arrivé. Barack Obama avait un conseiller nommé Michael McFaul. Michael McFaul est aujourd'hui professeur à Stanford. Il est arrivé et a convaincu Barack Obama que la manière de vaincre, nous, c'est-à-dire les États-Unis, de vaincre Vladimir Poutine, c'était par un changement de régime. Et nous avons commencé à promouvoir toute une série de politiques visant à affaiblir Vladimir Poutine et à favoriser, vous savez, son remplacement. Dans ce cas, Dmitri Medvedev était le remplaçant. C'était tout simplement un changement de régime assumé au grand jour. Mais à l'époque, encore une fois, parce que vous venez de diffuser le discours de Poutine, ça ne sort pas de nulle part. Joe Biden, ça vous rappelle quelque chose, les gars? Était alors vice-président des États-Unis. Il s'est rendu en Russie en mars 2011 et a rencontré l'opposition russe. Je veux simplement préciser que Gilbert Doctorow se définissait comme membre de l'opposition russe à cette période. Je ne l'invente pas, c'est lui qui le dit. Et Biden leur a dit, si vous réélisez Vladimir Poutine, ce sera mauvais pour Vladimir Poutine et mauvais pour vous. C'est une menace. Il a dit, voilà, nous pouvons vous offrir cet espoir. Vous maintenez quelqu'un comme Medvedev au pouvoir, et alors nous ferons venir des investisseurs occidentaux qui investiront chez vous. Mais pour recevoir ces investissements, vous devez tout changer. Vous devez changer tout votre gouvernement. En gros, vous devez revenir aux années 1990 et reproduire le système corrompu que nous dominions. Et Vladimir Poutine n'a pas accepté ça. Le peuple russe ne l'a pas accepté non plus. Ils ont voté et depuis nous leur en voulons. Nous cherchons ouvertement à écarter Vladimir Poutine du pouvoir depuis 2008. Et Vladimir Poutine le reconnaît aujourd'hui. Mais avant cela, Poutine avait un problème, parce que l'Occident s'était profondément implanté en Russie tout au long des années 90. Enfin merde, tous les oligarques ont fait fortune en pillant la Russie et en revendant à l'Occident avec profit. C'est comme ça qu'ils ont gagné leur argent. Si vous dites que vous êtes le roi de l'aluminium, vous l'êtes devenu en volant l'aluminium à la Russie et en le vendant à l'Occident pour des milliards de dollars. La Russie ne générait pas de liquidités. Elle bradait ses ressources, les vendant à l'Occident à des prix dérisoires. Et ces oligarques se sont enrichis grâce au viol économique, au sens littéral, de la Russie, et ils sont devenus très puissants, très puissants. Vladimir Poutine lutte contre ces oligarques depuis le moment même où il est devenu président. Mais vous ne pouvez pas les affaiblir sans affaiblir l'ensemble de l'économie russe. C'est donc un processus progressif qui consiste à s'attaquer progressivement à la corruption. Mais l'Occident a toujours eu des relais là-bas, et ce faisant, l'Occident a toujours eu la capacité de potentiellement corrompre la Russie de l'intérieur. C'est ce que Joe Biden a essayé de faire en 2011. Et c'est ce que Vladimir Poutine a dit, à juste titre, être en train de se produire aujourd'hui. Des voix évoquent la possibilité d'un engagement économique avec l'Occident, la capacité pour l'Occident de revenir grâce à ses ressources. Mais regardez ce que Scott Bessent et Donald Trump proposent aux Russes. Le même paquet que Joe Biden proposait aux Russes en 2011.
le même paquet que les États-Unis ont vendu aux Russes dans les années 90. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine a laissé ouverte la possibilité de relations normalisées avec les États-Unis et l'Occident. Je veux dire, encourage en a été l'expression ultime. Car contre la volonté du peuple russe, Vladimir Poutine a dit « Je chercherai un compromis. J'essaierai de mettre fin à cette guerre. J'essaierai de maintenir ouvert le pont de relations saines entre la Russie et l'Occident. » Il apparaît désormais, et les Russes ont enfin ouvert les yeux là-dessus, que l'Occident n'a aucune intention de faire la paix avec la Russie. Eh bien, Scott, si je peux en rajouter un peu, Vladimir Poutine, dans le discours que nous venons d'écouter, a parlé de la russophobie en Occident. Et s'il fallait un exemple plus frappant et plus opportun de cela ce week-end, le voici. Un sénateur américain à la Maison-Blanche qui confirme en quelque sorte ce que dit le président Poutine. J'ai reproché à Biden, et je continuerai de lui reprocher, son indécision concernant l'Ukraine. Je pense qu'ils auraient pu faire davantage, plus tôt. Ils finissaient toujours par prendre la bonne décision sur les missiles Javelin, sur les chars, sur le financement, mais toujours avec 6 mois de retard. Et je pense que c'est une grave erreur. Mais ce n'est rien, comparé au fait que Trump prend le parti de l'agresseur criminel de guerre, Poutine, contre les Ukrainiens assiégés. C'est, je pense, la décision de politique étrangère la plus vile et la plus amorale que j'ai vue de toute ma vie. Maintenant, outre le fait que Marco Rubio a dit le mois dernier que nous avions choisi un camp et que ce camp, c'était l'Ukraine, je ne suis pas sûr de savoir de quoi il parle, mais on voit cette haine viscérale de la Russie. Enfin, ces derniers mots en étaient complètement imprégnés. Comment peut-il y avoir la moindre forme de coopération si c'est ainsi que pensent nos principaux sénateurs américains? Il ne peut pas y en avoir. Et enfin, la Russie s'en rend compte. Vous savez, en Russie, on a reconnu que le système politique américain était infecté par la russophobie. C'est dans ce contexte que Sergueï Lavrov a dit que les Américains étaient incapables de conclure des accords. Mais il y avait toujours l'espoir qu'on puisse trouver une sorte de solution et que Trump, en tant qu'homme d'affaires, puisse passer outre l'état profond, son attitude russophobe et s'engager avec les entreprises américaines. Et c'était la promesse du sommet d'Alaska, obtenir un cessez-le-feu, puis mettre en place des investissements qui, vous savez, auraient dopé les économies russes et américaines. Mais les Russes ont désormais compris qu'Anchorage n'était rien de plus qu'une façade, une mascarade, destinée à gagner du temps pour réarmer l'Ukraine et l'amener là où elle en est aujourd'hui. Et donc les Russes ont désormais totalement abandonné. Et Vladimir Poutine, écoutez, je ne vais pas dire que Vladimir Poutine lit Scott Ritter, mais ce qu'il a écrit là est littéralement une reprise mot pour mot d'articles que j'ai publiés l'année dernière et plus tôt cette année, pour avertir les Russes qu'on ne peut pas négocier avec l'Occident, parce que l'Occident ne cherche qu'à vous détruire. Et tant que l'Occident ne changera pas d'approche fondamentale, les États-Unis doivent changer leur stratégie déclarée envers la Russie. L'objectif stratégique des États-Unis, c'est la défaite de la Russie, sa défaite stratégique. Cela signifie non seulement vaincre l'armée, mais aussi faire s'effondrer l'économie, faire s'effondrer la société, afin de retirer Vladimir Poutine du pouvoir. Et maintenant, Vladimir Poutine a formulé cette idée, cette compréhension. C'est bien là l'objectif de l'Occident. Alors maintenant, il enfonce une fois pour toutes un pieu dans le cœur. C'est absolument nécessaire. Il y a un homme qui s'appelle Andrei Ilnitsky. Je conseillerais à tous vos auditeurs de chercher son nom sur Google. C'est un ancien lieutenant général à la retraite. Il a travaillé comme conseiller principal de Sergueï Shoïgu. Je l'ai interviewé à plusieurs reprises et j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a élaboré un concept appelé la guerre mentale. La guerre mentale,
c'est utiliser des idées, vous savez, de fausses idées, et les implanter au sein d'une société, puis les faire germer en répétant de fausses informations. Ainsi, elles s'installent dans l'esprit des gens. Les gens adhèrent à un concept et ils rongent la société de l'intérieur, provoquant son effondrement. La guerre mentale contre la Russie est menée par des gens qui disent qu'on ne peut atteindre la grandeur qu'en s'impliquant avec l'Occident, qu'il faut des capitaux occidentaux pour faire fonctionner l'économie, qu'il faut la culture occidentale pour que la société en vaille la peine. Et ils font entrer ça en Russie. Ensuite, il y a cette chambre d'écho sur les réseaux sociaux occidentaux qui diffuse tout ça là-bas. Ça commence à résonner à l'intérieur de la Russie et à la démanteler. Ilnitsky s'en inquiète depuis longtemps et on voit Dmitri Kirillov, le conseiller du président Poutine, dire qu'il existe un potentiel de bonnes relations. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un tunnel. Un tunnel entre l'Alaska et la Sibérie. Tout ira très bien. Et ils envoient Kushner, ils envoient Witkoff, qui parlent de la promesse suivante. Bon, si vous nous donnez simplement toutes vos ressources en terres rares, tout ira bien. Et c'est ce genre de stupidité auquel les Russes pro-occidentaux se sont accrochés. Vladimir Poutine vient de planter un pieu dans le cœur de ce vampire. Le discours que vous venez de mentionner est l'un des plus importants que Vladimir Poutine ait prononcé, et il sera ignoré en Occident. Et le voilà, Andrei Ilnitsky. Les amis, si vous voulez comprendre ce que je dis, lisez cet homme, écoutez cet homme, parce que vous comprendrez alors ce que l'Occident essaye de faire à la Russie, et pourquoi. Vous savez, ici en Occident, on parle de la nécessité, j'en parle tout le temps, de débattre, de discuter et de dialoguer. Je n'ai aucun problème avec les gens qui ont des points de vue opposés. Si je ne suis pas d'accord avec une idée, je pense qu'il faut proposer une meilleure idée. En débattre. Laisser le public se faire sa propre opinion. Mais ce qui se passe avec la guerre mentale, ce n'est pas du débat, du dialogue ou de la discussion. Il s'agit de semer des mensonges, puis de les faire fermenter, puis de laisser ces mensonges ronger une société de l'intérieur. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec cette propagande russophobe fondée en Occident. Oui, c'est l'une des choses auxquelles nous nous opposons ici. Si vous pouviez mettre le lien vers ça dans la description ci-dessous, ce serait formidable pour que les gens puissent aller voir cette interview. Je serai probablement l'un d'eux. Je voudrais changer de sujet. Nous avons essentiellement examiné les problèmes entre les États-Unis et la Russie et la manière dont cela affecte la guerre, etc. Mais, comme je l'ai dit au début, Zelensky étend la guerre, pas seulement en frappant plus profondément des cibles, et économiques en Russie, mais il l'étend aussi géographiquement. Et beaucoup de gens seront peut-être surpris de l'apprendre. Il a frappé un navire iranien dans la mer Perse ce week-end, accusant, ou plutôt, Téhéran a accusé Kiev d'un acte criminel hostile. Et en fait, Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a fait cette déclaration intéressante. Il a dit que Zelensky avait attaqué un navire commercial iranien, tuant un marin. Et il appelle la haute représentante de l'Union européenne, Kallas, et bien sûr Lavrov, à préciser clairement que ce profiteur de Kiev a fait ne peut pas rester sans réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe, bon sang avec Zelensky, pour qu'il essaye d'élargir tout ça en attaquant l'Iran? Eh bien, en fait, laissez-moi répondre à une partie de cette question. Je vais vous montrer ce que Zelensky a dit pour expliquer pourquoi il s'engage dans cette voie. Si l'Iran, dès la première année de la guerre, a donné à la Russie de nouvelles bases, de nouvelles technologies, c'était des drones Shahed. Ils ont fourni des milliers de ces drones dès la première année de la guerre. Ensuite, ils ont accordé des licences. Qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils nous ont attaqués? Je pense que oui. Donc ils l'ont déjà fait. Mais nous devons être honnêtes. Les Iraniens
et les Nord-Coréens nous ont déjà attaqués. D'accord, ça fait donc 4 ans et demi que ça dure. Pourquoi, s'il l'a dit dès la première année de la guerre, n'a-t-il attaqué et détruit, ou au moins attaqué et neutralisé, un navire commercial iranien que maintenant, au nom de cette justification? Eh bien, pour être honnête, je ne sais pas si c'était délibéré. Au départ, on avait rapporté que les Ukrainiens avaient frappé un navire russe qui acheminait des marchandises vers l'Iran. Donc je pense que les services de renseignement ukrainiens se sont en fait trompés sur ce coup-là. Mais quand il est devenu évident qu'il s'agissait d'un navire iranien, vous savez, Zelensky, rappelez-vous qui menait cette interview, Laura Loomer, qui est, vous savez, disons-en restée là, une sorte d'auto-parodie de journaliste. C'est un homme désespéré de présenter n'importe quoi sous un jour positif. Les États-Unis traversent en ce moment une période extraordinairement difficile avec l'Iran. Donald Trump a dû cesser les hostilités au moment même où il disait qu'il allait frapper très fort parce que nous n'avons plus de munitions. Et maintenant, on reconnaît de plus en plus que nous n'avons plus rien. C'est fini. Il n'y a littéralement rien que nous puissions faire, et il y a de la frustration. Alors Zelensky appuie en quelque sorte sur ce bouton avant de venir parler à Trump, et il dit « L'Iran est aussi un problème ici. On vous rend service, l'Amérique. On a frappé un navire iranien. » Je ne pense pas qu'il savait qu'il frappait un navire iranien au moment de l'attaque, mais maintenant, il s'en attribue le mérite. Et puis il ajoute la Corée du Nord, parce qu'il y a maintenant des rumeurs, peut-être fondées, selon lesquelles les Nord-Coréens vont fournir jusqu'à 30 000 soldats pour défendre une partie de la frontière russe. Les troupes nord-coréennes ne combattent pas dans le Donbass, à Zaporizhia et à Kherson. C'est purement une opération russe. Mais elles vont venir prendre en charge un secteur. Elles ont aidé à la libération de Kursk. Et maintenant, ils vont défendre un secteur, ce qui libérera 30 000 soldats russes pour descendre faire ce dont on parlait à Odessa. Donc il va aussi poser ce jalon-là. Vous savez, ce n'est qu'un signe du désespoir de Zelensky. C'est la même chose avec l'Europe. En gros, déclarer la guerre au monde entier pour couler avec le navire ukrainien. Parce que les gars, l'Ukraine c'est le Titanic. Elle a heurté l'iceberg, rien ne la sauvera. Vous pouvez mettre l'orchestre à bord. Ils peuvent jouer toute la musique qu'ils veulent. Vous pouvez avoir des gars qui courent partout sur le pont. Et pendant un temps, ça a l'air d'aller. Mais le navire coule. Combien de temps il lui faudra pour sombrer, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Il coule et il ne se relèvera pas. Et Zelensky essaye de faire croire que, d'une manière ou d'une autre, on peut réparer la brèche et maintenir le Titanic sur sa trajectoire. On ne peut pas. Mais est-ce qu'il pense que ce soit un accident ou intentionnel, lui affirme clairement maintenant que c'était intentionnel, il peut dire oui, ils sont en guerre contre nous, donc on coule ce navire. Est-ce qu'il pense que ça pourrait d'une manière ou d'une autre lui apporter un soutien supplémentaire, que quelqu'un se dira « Eh bien, faisons davantage pour l'Ukraine ». Parce que je ne trouve pas vraiment de bonne raison pour laquelle il voudrait faire ça. Encore une fois, je ne pense pas que cela a été planifié à l'avance. Je pense donc que nous assistons à une réaction. C'est réactif. Il dit des choses qui, selon lui, trouveront un écho favorable auprès de Trump. L'Iran a fourni des armes à la Russie. En ce moment, il y a un discours ukrainien selon lequel la Russie fournit des armes et des renseignements à l'Iran pour nuire à l'Amérique. Je pense que Marco Rubio a démenti cela. Mais cela fait partie de la guerre en Ukraine. C'est une guerre de propagande. C'est ce que les gens doivent comprendre. Nous sommes au cœur d'une guerre de l'information où les choses sont amplifiées de manière disproportionnée. Tout ce qui est favorable à la cause russe, à la réalité russe, est réprimé.
Tout ce qui amplifie les chances d'une victoire ukrainienne ou la légitimité de la cause ukrainienne est mis en avant. Nous sommes donc dans une situation où, vous savez, l'Iran a bien fourni aux Russes la technologie des drones Shahed quand ils en avaient besoin. En 2022, en 2023, la Russie l'a produite sous licence. Donc sur ce point, il n'a pas tort. Et maintenant, il en paie le prix. Il essaye donc d'utiliser cela pour amener Donald Trump à éprouver encore plus de sympathie pour l'Ukraine et à engager davantage de ressources. Je pense qu'il va se heurter à un mur. Je vais simplement vous donner ma prévision de ce qui va se passer maintenant. Vous vous souvenez de la remontrance que Zelensky a reçue la dernière fois qu'il est allé à la Maison-Blanche? Je pense que Zelensky est sur le point de se faire sévèrement remettre à sa place par Trump. Parce que Trump n'est pas un homme stable en ce moment. Trump is not a stable man right now. One only has to look at the deal he did with Saudi Arabia. Il suffit de regarder l'accord qu'il a conclu avec l'Arabie Saoudite. On parle de 6 mois de négociations pour fournir une technologie nucléaire à l'Arabie Saoudite. Elle venait enfin d'aboutir. Et puis Donald Trump pète les plombs et dit « Rien de tout ça ne se fera si vous n'acceptez pas les accords d'Abraham, qui n'avaient jamais fait partie des négociations. » Et les Saoudiens ont dit « Allez vous faire voir. » Enfin, vous voyez. Donc maintenant, cet accord est fichu, c'est Donald Trump. Il a promis d'autoriser la technologie Patriot. Zelensky va venir, il va trop en faire, et Donald Trump, je pense, va craquer. Et je pense que vous allez voir Zelensky se faire mettre dehors de la Maison-Blanche. C'est ma prédiction. Eh bien, il y a certainement un passif sur ce sujet. Je voudrais revenir sur un autre point que vous avez évoqué concernant la guerre contre l'Iran. Vous avez parlé de notre problème de munitions, de celles qui ont été consommées pendant la guerre, et de ce qu'il nous reste pour continuer à mener cette guerre. Et vous avez aussi parlé de la guerre de propagande. Il s'avère que certaines des victimes, ou peut-être des cibles, de cette guerre de propagande sont les Américains eux-mêmes. Voici Mike Waltz, ce week-end, qui tente de balayer cela d'un revers de la main. Gary, lançons cet extrait. Il s'intitule « Les armes de Waltz ». De nombreux stocks ont été épuisés, pas seulement à cause de ce que nous avons donné à l'Ukraine au cours des 4 ou 5 dernières années, peu importe le chiffre exact. L'administration a hérité d'une situation où les stocks étaient épuisés, non seulement à cause de l'Ukraine, mais aussi du combat en cours contre les Houthis sous l'administration Biden, ainsi que d'une armée affaiblie sous l'administration Biden. Ils ont donc décidé, premièrement, de passer à de nouveaux types de munitions, moins coûteuses, à de nouvelles technologies, mais aussi, avec ces nouveaux budgets de défense, de reconstruire notre grande armée. L'armée américaine, et je l'ai vérifié sous tous les angles, a tout ce dont elle a besoin pour mener cette campagne avec toute l'efficacité nécessaire. Et je dois vous dire que les gens qui divulguent ces absurdités méritent d'être en prison. D'accord. Donc apparemment, j'imagine qu'il s'agit du vice-président Vance et du chef d'état-major interarmé, Dan Kane, qui devraient donc être en prison parce qu'ils disent clairement qu'il y a de gros problèmes. Alors, que devons-nous penser de ce que disent apparemment le vice-président et le chef d'état-major? C'est ce que dit l'ambassadeur Waltz au sujet de la quantité de munitions dont nous disposons pour continuer à nous battre. N'oubliez pas, Waltz est la vitrine publique. Ce n'est pas un décideur politique. C'est l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Son rôle, c'est donc de servir de caisse de résonance à la politique américaine, de la projeter auprès de la communauté internationale. L'un des moyens, là encore, on revient à la théorie des jeux de guerre de Thomas Schelling, c'est la capacité à infliger de la douleur. Si vous avez cette capacité, elle a une certaine valeur dissuasive, parce que les gens se disent « Je ne veux pas qu'on m'inflige cette douleur, donc je suis désormais dissuadé ».
Et le rôle de Mike Waltz, vous savez, c'est essentiellement d'utiliser l'Amérique, la perception de la puissance américaine dans cette tribune internationale pour intimider les nations et les contraindre à se conformer. C'est son rôle. C'est tout son rôle. C'est littéralement un homme de main de la mafia. Il fait le tour, vous savez, pour récupérer l'argent auprès des différents patrons de bars et commerçants. C'est une brute, une vraie brute. Mais c'est difficile de jouer les brutes quand soudain il s'avère que... Vous savez, on est une brute que si les gens pensent que les gros bras vont débarquer pour vous casser le cou. Tant que vous avez peur des gros bras, vous allez payer. Mais maintenant, Waltz est confronté au fait qu'il n'y a pas de gros bras. Il y a une bande de vieux messieurs aux mauvais genoux, avec de l'arthrite aux mains, qui avancent en boitant, les coiffes des rotateurs déchirés, vous savez, et plus personne n'a peur de ces gens. L'Amérique s'est révélée n'être qu'une coquille vide de puissance. Vous savez, on ne peut pas battre l'Iran. Prenons juste une seconde pour réaliser ça. On ne peut pas battre l'Iran. Et ce n'est pas tout. L'Iran est en train de nous battre. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes en train de perdre cette guerre. Nous avons perdu cette guerre. L'Iran nous frappe, et nous frappe durement. Nous, on fait exploser des bâtiments vides. On ne sait même pas du tout ce qu'on touche. Et nous n'avons plus la capacité de frapper en profondeur. On a tout utilisé pendant les 39 premiers jours du conflit. On n'a pas soudainement agité une baguette magique pour que toute notre industrie de défense se réveille et dise « On va produire beaucoup plus de missiles en très peu de temps ». Nous ne produisons rien, mesdames et messieurs. L'argent qui a été alloué n'est pas arrivé là-bas. Nous n'augmentons pas encore notre production. Peut-être que nous le ferons à l'avenir, mais il faudra des années pour que cela se produise. Pendant ce temps, Donald Trump s'est réengagé en disant « Je veux un conflit plus intense ». Il n'a pas été plus intense. Il l'était davantage pendant les 39 premiers jours. Pourquoi? Nous n'avons pas les munitions. Rien. Et regardez les délais. Il faut 64 mois pour fabriquer un missile SM-3, mais nous avons déjà consommé les 2/3 de nos SM-3. Les THAAD, 80% des missiles THAAD ont disparu. 53 mois. Les SM-6, les JASSM, les Tomahawk, nous n'avions que 90 de ces munitions de frappe de précision. Il faut 46 mois. Nous en avions 90. Nous en avons utilisé 80. Il nous en reste 10. Les gars, c'est fini. Nous n'avons plus de munitions. Ce que nous utilisons, ce sont des missiles HIMARS et ATAK-MS depuis le Koweït, Bahreïn et les Émirats arabes unis, pour frapper des cibles le long du littoral. Et ça donne une impression de puissance. Nous utilisons ces JDAM, qui sont essentiellement des bombes à guidage à distance. Mais elles ne sont pas propulsées. Donc vos avions doivent monter haut, les larguer, puis le satellite les guide jusqu'à la cible. Eh bien, l'un des problèmes avec les JDAM, c'est qu'elles sont brouillées. Je veux dire, regardez ce que les Russes font aux JDAM. Elles sont brouillées, elles sont abattues, et tout le reste. Nous ne touchons rien. Et quand nous pénétrons loin à l'intérieur, nous bombardons des bâtiments vides. Nous ne savons pas ce que nous frappons, et nous brûlons simplement nos munitions. Et Donald Trump a dit, « Je veux vraiment augmenter la pression. » Et les militaires sont venus le voir et lui ont dit, « On ne peut pas. Il ne nous reste plus rien. Et si on continue comme ça, on sera totalement sans défense, là maintenant. » Toute notre défense aérienne a été démantelée, et les Iraniens ont des missiles balistiques qui ne s'arrêteront jamais. Et en ce moment, ils nous font beaucoup de dégâts. Ils détruisent des hangars qu'ils ne devraient pas détruire, mais ils les détruisent. Et si on continue cette guerre, ils détruiront tous les hangars. Il ne nous restera plus rien. On a perdu cette guerre. Alors, on a arrêté la guerre. Il n'a pas déclaré de cessez-le-feu officiel. On a simplement arrêté de bombarder. Et maintenant, les Iraniens ont fait savoir, eh bien, vous arrêtez de bombarder, nous arrêterons nos missiles.
Donc il y a un cessez-le-feu qui n'en est pas un. D'accord. A ceasefire that isn't a ceasefire. And this is the reality right now. Et c'est la réalité aujourd'hui. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Alors Waltz dit ces choses-là publiquement. Pendant ce temps, en coulisses, Trump est informé de la réalité par J.D. Vance, par le général Kane, par d'autres. Et certaines personnes transmettent ces informations à la presse. Et là, je suis d'accord avec Waltz. Je crois absolument à la liberté de la presse. C'est notre responsabilité, en tant que journalistes, de nous exprimer ouvertement. Et si nous avons accès à des informations, eh bien, nous faisons preuve de notre propre diligence pour nous demander, est-ce que nous causons un préjudice, un véritable préjudice, au pays? Mais comme l'a dit le New York Times, dans la décision New York Times contre les États-Unis lors de l'affaire des Pentagon Papers, le gouvernement ne peut pas dissimuler des mensonges derrière un mur de secret. Et c'est la responsabilité de la presse, révéler ces mensonges, pour que le peuple américain puisse prendre une décision, surtout quand les conséquences de ces mensonges sont évidentes. Des soldats américains qui meurent sur une terre étrangère. C'est littéralement de cela qu'il était question dans cette affaire devant la Cour suprême. Nous avons donc la responsabilité de le faire. Alors oui, si je reçois des informations disant que nous manquons de munitions et que le président cherche à promouvoir une guerre qui dépend de la disponibilité de ces munitions, cela met des vies américaines en danger sur une terre étrangère. Nous avons le devoir et la responsabilité d'en informer le peuple américain afin qu'il puisse agir en conséquence. C'est notre travail. Mais si je suis au gouvernement, que j'ai signé un accord de non-divulgation et que j'ai une habilitation, moi j'ai le droit de transmettre ces informations à la presse. Et donc, je suis d'accord avec Mike Waltz. Les personnes qui divulguent ça à la presse doivent être identifiées et poursuivies, sinon il n'y a aucune raison d'avoir des secrets. Donc sur ce point, il n'a pas tort. Mais heureusement, il y a des gens qui ont le courage de dénoncer les mensonges quand il y en a. Et un jour, je pense, pas maintenant, mais un jour, que la justice reconnaîtra que l'esprit de cette décision de la Cour suprême, New York Times contre États-Unis, c'est que lorsque le gouvernement utilise le secret pour cacher la vérité, et que les conséquences, ce sont des soldats américains morts, vous avez la responsabilité d'en parler. Et que par conséquent, divulguer ces informations n'est pas un crime. Je pense qu'il faut en arriver là. Oui, je suis d'accord avec vous à 100% là-dessus. Et pour les quelques dernières minutes qui nous restent, j'aimerais avoir très rapidement votre avis sur ceci. Il y a eu un article affirmant que le sénateur Graham était soudainement décédé. Quelle qu'en soit la source, donc on ne va pas s'en préoccuper pour le moment. Mais évidemment, on l'avait souvent ici, avec ses déclarations délirantes. Et on avait ce truc un peu bizarre, vous savez. Voilà une déclaration délirante qui arrive. Enfin bref. Eh bien, c'est fini. Donc il est parti maintenant. Mais un groupe était en train de réaliser un documentaire sur lui. Ils en ont diffusé une partie avant de sortir l'intégralité du film. Et j'ai trouvé cet extrait vraiment intéressant, parce qu'il montre une mentalité presque enfantine, comme des enfants qui joueraient à la guerre, et non des hommes d'État sérieux cherchant à mettre fin à une guerre et à en tirer un bénéfice pour notre pays. Regardez ça. Pratiquement tout ce qu'ils ont a désormais été détruit. Leur stock de missiles diminue fortement. J'ai failli pleurer. Enfin, ça fait combien de temps qu'on se bat pour ça? Vous défendez ça depuis des années, n'est-ce pas? Oui, c'est là, j'ai parlé à Trump ce matin. Eh bien, il est remonté à bloc. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Il adore tout faire exploser. Donc vous savez, beaucoup de gens en interne ne voulaient pas le faire, alors j'ai eu des difficultés. Mais le président Trump, quand il est concentré,
Il écoute. Il pose de bonnes questions. Pas de tweet. Il n'a pratiquement pas tweeté du tout. Pas de drame. Il a été un excellent président en temps de guerre. J'ai dit hier soir que Trump et Bibi, c'est comme Roosevelt et Churchill. Je veux dire, ce sont les deux hommes qu'il faut pour affronter ce mal. The right two guys to confront this evil. Roosevelt and Churchill, what say you? Roosevelt et Churchill, qu'en dites-vous? I think we need to be honest. D'abord, je pense qu'il faut être honnête et franc, ici. Ce n'étaient pas des commentaires spontanés de la princesse parfumée aux commandes, l'ancienne princesse parfumée, Lindsey Graham, que je méprise ouvertement et que je mépriserai toujours. Il y a une équipe de documentaristes sur place. Il dit ça pour la postérité. Il dit ça et c'est soigneusement scénarisé. Ils peuvent couper la caméra jusqu'à ce qu'il se reprenne, ou quoi que ce soit. Il sait ce qu'il dit, là. Ça fait partie de la machine de propagande de Lindsey Graham, qu'il alimente depuis un bon moment. Comprenez l'hypocrisie flagrante de cet homme. Parce que parfois Lindsey Graham peut être éloquent et dire des choses honnêtes, comme « Donald Trump est un menteur, le pire homme au monde, qui ne devrait jamais être président des États-Unis. » The worst man in the world who should never be president of the United States. He said that back in 2016. Now nothing's changed. Il a dit ça en 2016. Aujourd'hui, rien n'a changé chez Donald Trump. Sauf que maintenant, Lindsey Graham trouve Donald Trump commode pour promouvoir ses politiques bellicistes. Et vous savez, ça peut vraiment me retourner l'estomac. Parce que c'est un homme qui utilisait Iwo Jima comme prétexte pour envahir l'île de Karg. Et moi je me dis, attendez une minute, Lindsey. C'est un peu une histoire de marine, vous voyez. Dans les années 80, on a décidé d'arrêter de construire des mémoriaux pour les marines morts. On s'est dit qu'il vaudrait peut-être mieux combattre plus intelligemment, avec une guerre de manœuvre, ce genre de choses. Et qu'est devenue la diplomatie? C'est un homme qui n'a jamais été au combat de sa vie. C'est un avocat qui a été là-bas. Il est allé en Afghanistan. Il est resté dans un bureau climatisé. Il ne s'est jamais approché des combats. Il ne saurait même pas. Il vomirait et si du sang éclaboussait Bud ou son uniforme. Et il est là à faire la promotion de la mort de gens. De la mort de gens. C'est l'être humain le plus répugnant au monde. Et s'il y a une place en enfer pour lui, j'espère qu'il y brûle en ce moment même comme le gros porc gavé qu'il est. Et je m'excuse, mais je méprise cet homme. Il est responsable de la mort de millions de personnes. En outre, il est responsable de la mort de l'Amérique. Si les Américains ne comprennent pas que nous sommes morts, qu'ils lisent la Constitution et qu'ils comprennent ce qui se passe dans ce pays en ce moment. Regardez tout ce qui se passe dans son ensemble. Nous ne fonctionnons plus comme une république constitutionnelle. Et une grande part de la responsabilité revient aux politiques que Lindsey Graham défend et promeut depuis qu'il est devenu sénateur américain en 2003. Eh bien, c'est une position qui se défend et qui est recevable. Elle se suffit à elle-même. Vos opinions sont celles que vous dites avoir. Et il y a beaucoup de choses à examiner là-dedans. Bref, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Désolé d'écourter un peu, mais il nous reste environ 1 minute avant de recevoir Trita Parsi, qui va nous donner son point de vue sur le côté iranien et sur ce qui se passe dans cette guerre-là. Ce sera dans 1 minute, à midi, ici sur la chaîne. Mais Scott, comme toujours, c'est un plaisir de vous recevoir et j'apprécie vraiment vos points de vue. Merci. Merci, monsieur.